Désolé. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs pour leur invitation et pour l'invitation de ce colloque. Je ne suis pas non plus, je suis pas ici présent en tant que spécialiste de Tao ou de phénoménologie. Je travaille avant tout en philosophie contemporaine, en philosophie de la connaissance. Et j'ai aussi travaillé sur l'épistémologie génétique de Jean Piaget. Et le point de départ de la réflexion que je voudrais vous présenter aujourd'hui réside dans les nombreuses références que Traduc Tao fait à Jean Piaget dans le cadre à la fois des recherches sur l'origine du langage et de la conscience, notamment dans le deuxième chapitre de la deuxième recherche, mais également dans le premier chapitre de la seconde partie de phénoménologie et matérialisme dialectique. Mon but n'est pas de répertorier toutes ces références et de faire un répertoire, ni de repérer tous les aspects de l'influence piagetienne sur Traduc Tao. Ce que je voudrais montrer, c'est qu'en plus d'une base factuelle scientifiquement établie, en tout cas scientifiquement établie à l'époque par la psychologie du développement, Piaget et Traduc Tao partagent dans une grande mesure une méthode génétique qui suppose une certaine conception de la connaissance et de la vérité et un certain projet pour la philosophie de la connaissance. Cette méthode consiste à établir un parallèle entre l'évolution des fonctions cognitives chez les hominidés et l'histoire de l'intelligence, si on veut, et l'apprentissage des fonctions cognitives chez l'enfant. En d'autres termes, il s'agit de considérer que des allers-retours entre la paléoanthropologie et la psychologie du développement, qui sont nombreux chez Traduc Tao, sont permis au motif que l'ontogénèse cognitive répète la phylogénèse. À première vue, cette équivalence entre les âges de l'homme et les âges de la vie a parfum surannée du XIXe siècle et rappelle les représentations de l'échelle du vivant que la révolution darwinienne est censée avoir dépassé. Les démarches de Piaget et Traduc Tao se rapprocheraient dès lors dans leur obsolescence scientifique et dans une forme de manque de rigueur, et la dépendance de la démarche de Traduc Tao vis-à-vis des productions piagétiennes en affaiblirait la pertinence. Mais je pense au contraire que si l'on y regarde de plus près, on doit conclure non tout le contraire. Non seulement le parallèle que Piaget et Traduc Tao opèrent n'est pas illégitime, mais en plus la marque de l'ambition scientifique commune de leur démarche et leur volonté de dépasser les difficultés et les contradictions des paradigmes traditionnels en philosophie de la connaissance. Dans l'histoire de la pensée biologique, dans laquelle cette mise en parallèle trouve sa source, l'idée de la récapitulation, en tout cas telle qu'elle est mobilisée chez Traduc Tao, renvoie généralement à la théorie de Ernst Haeckel. Je vais faire une présentation assez schématique. Par avance, pardon, l'histoire des sciences, pardon-nous. Donc cette théorie est énoncée par Ernst Haeckel, notamment dans son histoire de la création, en 1868, un an après la publication de l'origine des espèces. Et c'est à Ernst Haeckel qu'on doit, en tout cas c'est de sa formulation qu'on a tiré le slogan « donc l'ontogénie récapitule la phylogénie ». Plus précisément formulé, la théorie de Haeckel stipule qu'il existe un phénomène universel de conservation des stades évolutifs en même temps que d'accélération du rythme de développement dans les lignées, de telle sorte que les embryons figurent des traits appartenant aux individus adultes d'espèces ancestrales. Par exemple, un exemple de récapitulation serait l'existence des plantes branchiales, puis d'une queue à différents stades du développement de l'embryon humain. Ça rappelle les stades des développements des poissons et des reptiles. Cela ne correspond pas à des organes qui se retrouvent chez les individus adultes, chez les individus humains, bien entendu, sont des vestiges de l'évolution. Et d'après Haeckel, ils sont la marque de la conservation de traits adultes propres à des stades d'évolution dans le processus du développement. C'est important de préciser qu'il s'agit de traits adultes, car on a tendance parfois à confondre la théorie de Haeckel avec la loi embryologique de Van Berg, qui se contente d'observer un tronc commun dans le développement embryonnaire de différentes espèces et de le renvoyer à l'existence d'un ancêtre commun.
C'est notamment ce que montre Stephen Jay Gould dans Ontogénie et Phylogénie, qui est son premier ouvrage, qui est pas très bon français, c'est ça, je pense, mais qui traite de cette question et de la place du rapport entre l'ontogénie et la phylogénie dans l'histoire de la biologie et dans l'avenir de la théorie de l'évolution. La théorie de Haeckel est plus forte que simplement l'idée qu'il y aurait un ancêtre commun dont attesterait une certaine communauté, un certain tronc commun dans les stades de développement, mais elle est aussi plus fausse. On va le voir, la récapitulation signifie que les différentes étapes du développement de l'embryon sont déterminées par les différentes étapes de l'évolution des espèces. De telle sorte qu'il y aurait une conservation complète de l'information et que la nouveauté ne serait que par addition. Si cette théorie est vraie, il est dès lors possible de reconstituer la phylogénèse à partir de l'ontogenèse, puisque les divergences dans le développement reflètent nécessairement des divergences identiques dans l'évolution des espèces. Cela représente évidemment un avantage considérable pour le scientifique, puisqu'en dehors des informations fragmentaires que nous fournissent les fossiles, nous n'avons pas la possibilité de produire des observations sur l'évolution des espèces, sur le processus lui-même, de sorte que nous pourrions fournir une base empirique à nos théories en transposant les informations de l'embryologie vers l'étude de la phylogénèse. En revanche, parce que nous avons accès à toutes les données embryologiques que nous pouvons pouvoir recueillir, et du coup, la conservation des acquis de l'embryologie dans l'étude de la phylogénèse représente un gain scientifique considérable. Ce sera en tout cas le cas si la théorie de Haeckel était vraie, mais elle ne l'est pas. Très rapidement, la raison pour laquelle la théorie de Haeckel est considérée comme fausse, c'est parce qu'elle est en partie remise en cause par les faits. D'une part, l'ontogénèse n'est pas de plus en plus longue, c'est-à-dire que le développement n'est pas un processus de plus en plus long, mais même s'il était accéléré, comme le prévoit Haeckel, il n'est pas non plus de plus en plus complexe. C'est-à-dire que les espèces les plus récentes n'ont pas plus de stades dans leur développement que les espèces plus anciennes dans la lignée évolutive. La théorie de la récapitulation est également insuffisante parce qu'elle n'est pas une explication précise des mécanismes du développement, c'est-à-dire de la manière dont l'ordre se transmet, ni de la raison pour laquelle il se conserve à l'intérieur d'une lignée évolutive. Elle n'explique pas, enfin, la variation dans le développement d'espèces contemporaines, dont les lignées ancestrales sont analogues, c'est-à-dire qu'elle ne saisit pas l'ontogénèse comme un trait évolutif parmi d'autres qui pourraient varier selon des espèces qui sont des espèces contemporaines et qui appartiennent à la même lignée phylétique. Enfin, les phénomènes d'hétérochronie qui ont été particulièrement étudiés par Stephen Jay Gould montrent que la vision de Haeckel est trop schématique et n'est pas juste, puisque on observe des phénomènes de néothénie notamment, c'est-à-dire que des espèces plus récentes peuvent exhiber des traits embryonnaires d'espèces plus anciennes. En plus d'être fausse, et ce qui caractérise le rapport que la théorie de l'évolution entretient à la théorie de la récapitulation, c'est qu'elle a la réputation d'être dangereuse. Elle porterait en son sein, dans une certaine mesure, le venin du finalisme, puisqu'elle est formulée de telle manière que les espèces les plus récentes apparaissent comme le résultat d'un processus cumulatif et linéaire, c'est-à-dire d'un progrès linéaire, plutôt que d'une variation. Ça ne suffit pas pour autant à l'exclure, puisque si une vision lamarckienne implique une telle récapitulation, la réciproque n'est pas nécessairement vraie. Que le mouvement général de l'évolution ne soit pas linéaire n'implique pas qu'on puisse constater une certaine linéarité dans les trajectoires évolutives. Ce qui est clair en revanche, c'est que la théorie de la récapitulation propose une vision tronquée du rapport entre ontogénèse et phylogénèse, puisque elle ne dit pas tout du rapport entre ontogénie et phylogénie, car si l'ontogénèse peut récapituler la phylogénèse, c'est bien, comme l'affirmait Justin Garton par exemple au début du XXe siècle, que l'ontogénèse, c'est parce que l'ontogénèse fait la phylogénèse, c'est-à-dire que c'est les capacités à s'écarter du programme ancestral dès le développement des individus qui rendent possible l'innovation phénotypique et l'évolution par sélection naturelle. La théorie de la récapitulation n'est pas pour autant quelque chose qu'il faut absolument rejeter, et Stephen Jay Gould notamment essaie d'en la sauver en partie
en disant que la théorie de Haeckel est moins fausse et absurde qu'on le croit habituellement. Si elle doit être abandonnée, on doit en tout cas lui reconnaître le mérite d'identifier un domaine de questionnement essentiel pour toutes ces théories qui cherchent à décrire une évolution, à savoir la question de la temporalité. Ce que tout le monde, c'est que l'innovation individuelle repose en partie sur une modification de la temporalité dans le développement de processus dans lesquels l'individu est lui-même intégré en vertu de la continuité de l'information. Elle rend ainsi visible le modèle d'une innovation par la répétition dans de nouveaux contextes et par la recombinaison de traits déjà acquis. Elle permet enfin de faire apparaître l'unité d'un processus à différentes échelles en termes de durée, aussi d'effectifs. Elle permet ainsi effectivement un précieux gain d'intelligibilité en permettant une transposition plus complexe que celle décrite par Haeckel, d'éléments d'une échelle à l'autre, et dans les deux sens, de manière plus locale, plus complexe et plus hypothétique que celle que l'on trouve développée chez Haeckel. C'est assez schématique, mais simplement pour savoir de quoi on parle. C'est ce genre de théorie, c'est ce genre de position biologique-là qui fonde, dans une certaine mesure, la position de Piaget en psychologie. Et l'usage par Piaget, et l'usage par Sanitao de Piaget. Piaget a une formation de biologiste, il a fait une thèse de malacologie, de sciences des mollusques, et il souscrit à cette idée d'aller pour fécond entre l'histoire évolutive et les mécanismes de développement. Piaget pense qu'une enquête empirique de ce type, donc un aller-retour entre l'histoire évolutive et les mécanismes de développement, pourrait porter sur la connaissance et permettrait de répondre aux problèmes qui constituent l'objet de la philosophie de la connaissance, ou au moins d'améliorer significativement la compréhension que nous en avons. Le problème qu'il a rencontré, c'est que dans le cadre de la psychologie, il ne disposait que d'un des membres de la comparaison, c'est-à-dire l'histoire de la connaissance, s'appelle l'anthropologie. Il a donc dû entreprendre de constituer l'autre membre de cette comparaison et de produire ce qu'il qualifie lui-même d'embryologie de la raison, c'est-à-dire la psychologie du développement. Ce qui est intéressant, c'est donc que c'est en réalité pour répondre à ce besoin méthodologique que Piaget se lance dans le travail qui lui vaudra l'essentiel de sa gloire scientifique, c'est-à-dire la psychologie du développement. Le modèle que Piaget invente d'ailleurs et qui transpose à la psychologie du développement est d'ailleurs fortement influencé par l'embryologie, les stades et les mécanismes qui régissent le passage d'un stade à un autre. Les liens que Piaget opère entre biologie, psychologie, histoire des sciences et philosophie de la connaissance peuvent être résumés rapidement en 5 points. Le premier est que, selon Piaget, l'intelligence doit être conçue comme un organe, au sens où elle sert à l'équilibration de l'organisme, qui témoigne de l'adaptation de l'espèce, et que son activité est inséparable de celle des autres fonctions de l'organisme. Et pour comprendre la structure et le fonctionnement d'un organe, il faut considérer son évolution, son développement et son activité. Il s'ensuit que la philosophie de la connaissance, si elle veut comprendre de quoi la connaissance est le produit, et la place qu'elle occupe dans le rapport du sujet du monde, doit donner naissance à une science de la connaissance qui mobiliserait à la fois l'évolution et le développement de la connaissance. Ces deux premiers points sont développés dans l'extrait suivant, qui est un extrait de droit de biologie et connaissance qui date de 1976. Si les régulations organiques apparaissent ainsi de plus en plus comme constituant les propriétés centrales de la vie, il reste à caractériser les organes mêmes de cette régulation. Or, l'être vivant, siège de tels mécanismes, ne possède pas d'organes différenciés de régulation, sinon précisément le système nerveux, instrument par ailleurs des fonctions cognitives. D'autre part, les régulations organiques englobent, à titre de composante fondamentale et d'importance croissante, les échanges avec le milieu, ces échanges étant eux-mêmes l'objet de réglages particuliers et progressifs. Mais ici encore, il n'existe pas d'organe spécialisé de la régulation de ces échanges, sinon, de nouveau, le système nerveux, en tant à la fois qu'instrument d'information sur le milieu et que source de transformation active modifiant celui-ci. Les processus cognitifs apparaissent alors simultanément comme la résultante de l'autorégulation organique dont ils reflètent les mécanismes essentiels et comme les organes les plus différenciés
de cette régulation au sein de l'interaction avec l'extérieur, de telle sorte qu'ils finissent avec l'homme, par exemple celle-ci à l'univers entier. Des deux points qui précèdent, on peut déduire, en allant un petit peu rapidement, les trois suivants. Parce que l'on peut, si l'intelligence est un organe, et que c'est un organe qui, au travers des fonctions cognitives, opère la régulation de l'activité de l'individu dans ses échanges avec le milieu, on peut déduire que ce que l'on peut observer de la connaissance, c'est son évolution, c'est-à-dire un processus dynamique. L'objet d'une science de la connaissance, dès lors, serait le progrès de la connaissance, le passage d'un état moins adapté de la connaissance à un état plus adapté de la connaissance. Le passage d'un état de connaissance donné à un état plus satisfaisant et des mécanismes qui expliquent la déséquilibration et la rééquilibration de notre situation cognitive. De telle sorte que la description du progrès de la connaissance implique la comparaison de l'histoire des sciences, ou de l'histoire de la connaissance, et de l'ontogenèse cognitive. On peut parler d'histoire de la connaissance, et de l'ontogenèse cognitive. Dès lors, il manque un terme de la comparaison, comme j'ai dit, pour produire une science, il faut produire une science de l'ontogenèse cognitive, une psychologie du développement. C'est ce qui constitue le projet de l'œuvre piagétienne dans ces deux parties, c'est-à-dire d'abord une psychologie du développement qui va fournir le matériau de l'analyse qui suivra, la psychologie du développement qui donc va décrire l'ontogenèse cognitive et qui va permettre la réalisation du projet piagétien lui-même, qui est celui qu'il appelle l'épistémologie génétique et qui consiste réellement à établir une science de la connaissance, c'est-à-dire une science du progrès de la connaissance à différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle de l'espèce et à l'échelle de l'individu. C'est vrai que c'est le suivant, c'est l'extrait d'un petit ouvrage de Piaget qui s'appelle Mes idées, qui est un résumé du projet de l'épistémologie génétique. L'épistémologie génétique traite du développement et de la signification de la connaissance, des moyens dont l'esprit se sert pour les plus bas niveaux de la connaissance à son étape jugée la plus achevée. Il ne s'agit pas de déterminer tel ou tel niveau de connaissance, mais d'expliquer plutôt comment se fait le passage de l'un à l'autre. La nature même de ces transitions est une question de facteurs, et ces facteurs peuvent être historiques, psychologiques, et parfois même biologiques. Je trouve ces différentes échelles et l'interdisciplinarité qui est propre à l'épistémologie génétique. L'hypothèse fondamentale sur laquelle se base l'épistémologie génétique est d'établir un parallèle entre le progrès perçu dans l'organisation logique et rationnelle de la connaissance et les processus de formation psychologique. Donc une analogie. Cette hypothèse étant admise, l'une des toutes premières études sans doute serait de se reporter à l'histoire de l'homme, à l'histoire de la pensée de l'homme au cours de la préhistoire. Malheureusement, la psychologie de l'homme primitif nous est peu connue. Par contre, c'est en étudiant le comportement des enfants qui nous entourent que nous aurons le plus de chances d'observer le développement de la connaissance logique, mathématique, physique, etc. Pour étudier la nature de la connaissance, il nous paraît indispensable d'avoir recours à des données psychologiques. Tous les épistémologues se réfèrent à des facteurs psychologiques. Dans la plupart des cas, il s'agit de références théoriques qui ne s'appuient pas sur de véritables recherches. Maintenant qu'on a une vision suffisante de la démarche piagétienne, il nous est possible de distinguer la théorie de la récapitulation de Haeckel, même dans sa version contemporaine corrigée, et l'usage piagétien de l'analogie entre phylogénie et ontogénie. C'est-à-dire entre généalogie et développement organique dans le vocabulaire de Piaget. C'est en réalité un jeu de miroir plus complexe que celui qu'on trouve dans la biologie d'évolution. Il ne s'agit pas simplement d'une reprise de la théorie de la récapitulation de Haeckel. Le point de départ de Piaget, comme je viens d'exposer, est une analogie entre les fonctions organiques et les fonctions cognitives. L'intelligence est un organe. L'intelligence peut être compris de la même manière que sont compris le fonctionnement et la place des organes dans l'interaction entre un sujet, entre un organisme et son milieu. Il réinvestit ensuite la théorie de la récapitulation telle qu'elle est thématisée par les naturalistes qui l'ont formée, c'est-à-dire l'analogie entre l'évolution et le développement. Enfin, ensuite, en appliquant la première analogie à la seconde, il en obtient une troisième, c'est-à-dire l'analogie entre l'évolution de l'intelligence et le développement cognitif. Une quatrième analogie consiste à considérer que ces deux analogies fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que l'analogie entre le développement, entre l'évolution
des espèces biologiques et l'évolution embryologique et l'analogie entre le développement entre l'histoire de la connaissance, l'histoire de l'intelligence et la maturation des fonctions cognitives chez l'enfant sont des analogies de même type, qui fonctionnent de la même manière, et du coup, la méthode par laquelle on investit l'une peut être transposée dans l'autre. Et enfin, et l'horizon de toute cette méthode et de toute cette transposition consiste à considérer qu'il existe une analogie entre les résultats d'une perspective Evo-Devo, c'est-à-dire une perspective biologique qui combine l'évolution et le développement, et l'horizon de la philosophie de la connaissance, l'horizon, disons, philosophique de l'épistémologie. C'est-à-dire qu'on peut réussir à répondre à des questions qui sont des questions fondamentalement philosophiques en utilisant cette démarche, en transposant cette démarche de comparaison de l'évolution au long terme et du développement à la psychologie ou en tout cas une science de la connaissance. C'est-à-dire qu'une science de la connaissance ainsi conçue remplirait la fonction d'une philosophie de la connaissance. Donc je pense qu'il est important de reconstituer la complexité du projet piagétien, sinon il apparaît réellement d'une manière assez brutale, un peu la manière dont il apparaît par exemple chez Train du Tao, c'est-à-dire comme simplement un réinvestissement d'une théorie biologique qui est dépassée. Dans le texte même de Train du Tao, la mobilisation de l'hypothèse de la récapitulation n'est pas directement importée de Piaget, ni même directement du corpus de la biologie, je pense, sous le contrôle, mais de la dialectique de la nature de Engels, et dans cette version-là, c'est assez abrupte. On y retrouve la triple analogie qu'on trouve chez Piaget, entre phylogénèse et ontogénèse, entre développement cognitif et histoire de la connaissance, et entre ces deux analogies. Bien évidemment, Piaget n'a pas inventé ces rapprochements, ils sont relativement anciens dans l'histoire de la philosophie, il faut aussi de compte. La présence de Piaget dans l'œuvre de Train du Tao, elle n'a pas cette forme-là de l'importation de la théorie de la récapitulation. Je pense pourtant que c'est extrêmement utile d'envisager le rapport entre Piaget et Train du Tao à partir de ce programme qui est formulé, qui peut être formulé en partant de cette théorie de la récapitulation, qui est la version de la théorie de la récapitulation qui est mobilisée dans le projet de Piaget. Actuellement, la présence de Piaget dans l'œuvre de Train du Tao est essentiellement bibliographique, c'est-à-dire que la psychologie du développement de Piaget fournit un matériau empirique qui semble servir de confirmation plus que de modèle, plus que de point de départ à l'analyse philosophique de Train du Tao. Mais ce que je pense, et ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que l'usage même du modèle piagétien des stades de développement, dans le cadre des recherches sur le langage, même dans le cadre du projet d'une scientisation, d'une naturalisation de la philosophie transcendantale, implique une communauté de méthodes et est rendu possible par une communauté de vues sur les concepts et les enjeux de la philosophie de la connaissance. Train du Tao, en utilisant la psychologie du développement conjointement avec les données sur l'évolution de l'intelligence, réalise consciemment ou non le projet de Piaget pour la philosophie de la connaissance. Ce que je veux dire très, très concrètement, c'est que Piaget, c'est que ce que fait Train du Tao de la psychologie du développement de Piaget, c'est quasiment exactement la même chose que ce que Piaget lui-même fait de sa psychologie du développement. C'est-à-dire qu'il y a une réelle analogie, un réel parallélisme entre le projet d'épistémologie génétique de Piaget et le projet de généalogie matérielle de l'intégrité par Train du Tao. Je pense que le projet est similaire. Il s'agit d'établir des conditions de possibilité d'un discours sur le monde, c'est-à-dire des conditions de possibilité de son intelligibilité, et pour ce faire, l'un et l'autre s'intéressent à ce qui se passe avant le langage, donc au développement même de l'intelligence. À ce titre-là, je pense qu'on peut considérer que le geste philosophique de Train du Tao et Piaget peuvent être comparés, moi sur 3 points.
c'est-à-dire du point de vue de leur projet, au sens où quand Traduc Tao recherche le contenu réel de la jeunesse de l'expérience scientifique prédicative, ce que recherche Piaget, c'est la possibilité d'une constitution de l'étude empirique de l'intelligence avant le langage, qui servirait de fondement à une science de la connaissance. La méthode de Traduc Tao réside dans le dépassement des limites de l'horizon phénoménologique par la description des conditions de l'existence matérielle. De manière très semblable, l'épistémogénétique de Piaget prolonge le projet de la philosophie de la connaissance au moyen d'une généalogie expérimentale, et la conception du fondement me semble également analogue, au sens où le sens du monde sensible est Traduc Tao dans les structures fondamentales du comportement, et chez Piaget, il est extrêmement célèbre, extrêmement central de Piaget, c'est qu'il existe une continuité entre les structures, les formes qui sont manipulées par l'intelligence dans la connaissance logico-mathématique et les opérations concrètes des individus dans ces interactions avec les choses, telles que la locomotion, la manipulation. Ce sont des choses qu'on trouve d'emblée chez Piaget. Il y a de la même manière un certain nombre de concepts qui sont transposables de l'un à l'autre, parce que encore une fois, l'usage de locomotion, de préhension, c'est des choses qu'on trouve chez Piaget. Également, cette idée d'inhibition dans la conscience et de devenir, d'internalisation des opérations qui deviennent des opérations possibles au lieu d'être des opérations réelles chez Traduc Tao, c'est quelque chose qui, chez Piaget, est conçu tout à fait thématisé sous terme d'abstraction réfléchissante et qui est conçu comme un feedback cognitif. C'est-à-dire que le paradigme scientifique n'est pas tout à fait le même, mais les concepts sont proches. Je vais essayer de finir rapidement. Dans les deux cas, il s'agit donc de dépasser la méthode réflexive de la philosophie, puisque le sujet ne peut pas accéder en lui-même à un état antérieur et intérieur à l'intelligence. Ça signifie que l'étude génétique des opérations cognitives doit être une méthode par laquelle on peut espérer réaliser l'entité d'une généalogie de la connaissance. Cela suppose que les formes les plus rudimentaires de la conscience, qui sous-tendent les opérations motrices les plus simples, doivent avoir les formes les plus anciennes de la connaissance, ce que vous pouvez admettre assez facilement, mais également que les formes les plus rudimentaires d'interaction avec le monde ont valeur de fondement. C'est-à-dire que le fondement de la connaissance n'est pas dès lors un point de vue fixe et hors du monde, mais une construction mondaine, elle-même en devenir. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est étant donné que cette idée d'une conservation de la phylogénèse dans l'ontogenèse pourrait faire signe vers un inéisme fort. En réalité, chez Piaget, comme chez Traduc Tao, je pense en partie, le fondement de la connaissance et même ce style de limite est lui-même pris dans un mouvement qui est simplement un mouvement qui s'effectue à un rythme qui est beaucoup plus lent, un processus qui s'effectue à une échelle qui est différente, qui est beaucoup plus lente que l'échelle de la production individuelle de connaissances. Il s'agit bien de cas de processus. Je pense que ces points sont bien illustrés par deux extraits de phénoménologie et matérialisme dialectique qui font écho aux extraits de Piaget. Avant de faire une comparaison amateur, et qui me semble faire écho aux extraits de Piaget que je vous ai présenté au début de mon exposé. Si on admet qu'il a été démontré que les formes idéales du monde de l'esprit dans le mouvement de leur vie sensible, non seulement les conditions d'apparition, mais encore le fondement de leur sens de vérité, on peut s'esquisser la possibilité d'une étude scientifique de l'existence humaine. Une entreprise de ce genre impliquait un dépassement radical de l'horizon forcément phénoménologique des analyses d'études. Il ne s'agit plus d'écarter du monde pour revenir à la conscience, mais bien de comprendre le mouvement effectivement réel par lequel la nature devient humaine en se constituant en esprit. Et ensuite, en réalité, le monde sensible ne peut pas se définir avec précision sur le plan du pur vécu comme tel, et est un sous-sens des structures du comportement. Il ne fait aucun doute que la direction du champ sensoriel correspond à la conduite de la locomotion, l'extériorité de l'objet fantôme, celle de l'appréhension, la substantialité de la chose primordiale à celle de la manipulation. Donc, nullement étonnant que la méthode phénoménologique se soit adaptée ici à des difficultés insurmontables. La description des significations interprétatives renvoie aux conditions de l'existence matérielle et passe nécessairement sujet dans le cadre de la réalité objective. Pour employer un vocabulaire contemporain, on pourrait décrire le geste commun de Piaget et Traduc Tao en disant qu'il s'agit d'une naturalisation de l'épistémologie, en quoi au sens d'une réduction, et au sens où l'épistémologie sera entendue ici comme une philosophie transcendantale de la connaissance.
Il ne s'agit pas de réduire la philosophie de la connaissance à une science de la nature en réduisant les opérations du sujet à des opérations matérielles ou à un programme inné implémenté dans le cerveau. Il s'agit au contraire d'affirmer que la philosophie de la connaissance doit s'écrire comme une histoire naturelle de l'intelligence. Et c'est la considération de ce qu'est le vécu effectif du sujet connaissant qui motive cette reformulation du projet de la philosophie de la connaissance. Cette naturalisation traduit en réalité, je pense, un renouvellement de la conception traditionnelle de la connaissance que Tramitao, je pense, hérite en partie de Piaget, qui est déjà au cœur du projet de Piaget dans la psychologie du développement, puisque la psychologie du développement est un moyen d'emploi de ce projet. La connaissance est un processus concret, collectif, cumulatif et circulaire. Il est concret puisque la pratique ou la vie est première. Il n'y a pas de connaissance sans problème ou sans question. Toutefois, la connaissance est une activité qui modifie le monde. C'est un des slogans de Piaget, connaître, c'est transformer. On s'en est soit réellement, soit transformer, soit envisager la possibilité d'une transformation du monde. La connaissance est un processus collectif. La spécificité de l'intelligence humaine et que son développement est collectif et repose à la fois sur la technique et sur le langage. C'est quelque chose qui est beaucoup plus développé chez Piaget, à ce point-là. C'est un processus cumulatif puisque il existe une conservation réelle de la phylogénèse dans l'ontogénèse parce que le monde de l'ontogénèse ne part traverser le monde de l'ontogénèse part traversé par les résultats de la phylogénèse, c'est-à-dire que l'intelligence produit des modifications dans le monde, la technique, le langage sont le cadre de l'ontogénèse cognitive des individus, qui n'est pas un processus individuel endogène, mais qui est un fait social. Et enfin, c'est un processus circulaire en trois sens, puisqu'elle renvoie à l'interaction d'un sujet à un objet, donc aucun des deux termes n'est premier, elle renvoie à la circularité des sciences, dont aucune n'est fondamentale, et elle renvoie enfin à un dialogue épistémologique fondamental qui veut que, si on suit cette méthode, ce projet philosophique, la justification ultime de la connaissance scientifique se joue au sein même de la connaissance scientifique. Ça implique également une conception de la vérité qui est, à mon sens, commune à Piaget et Tramitao, qui consiste à considérer le devenir de la vérité et affirmer que la temporalité de la connaissance ne n'est pas inessentielle. On va considérer que le fil d'erreur et que la philosophie de la connaissance est en soi la philosophie du progrès et de la correction. L'intelligibilité du monde, par conséquent, doit être conçue comme une activité constamment renouvelée, qui ne réside ni exclusivement dans l'activité du sujet, ni toujours déjà dans l'objet. La philosophie de la connaissance doit trouver une voie moyenne, ce que Piaget appelle son constructivisme dialectique. Formulation, je ne vais pas le temps d'entrer dans le détail, mais la formulation est assez proche du projet de Tramitao. J'ai dépassé, donc je conclue rapidement. Ça impliquerait, cette nouvelle définition de la connaissance impliquerait, je pense, une reformulation du projet des méthodes de la philosophie de la connaissance qui cesserait d'être une discipline formelle, réflexive, qui serait dotée d'un domaine propre et une forme de priorité logique. Au contraire, elle enverrait une discipline encyclopédique qui aurait pour but de décrire des processus simultanés, mais à des échelles différentes, ce qu'on appelle une perspective brownienne fractale, qui consisterait à décrire les mécanismes dynamiques de la connaissance à l'échelle de l'interaction entre une espèce et un milieu, à l'échelle de l'interaction entre une culture et civilisation et le monde qu'elle habite, et à l'échelle de l'interaction entre l'individu et la communauté. De telle sorte que, bien loin de disqualifier la perspective de Piaget et Tramitao, le recours à cette mise en parallèle de perspectives diachroniques en ferait, disons, des anticipation d'un programme philosophique qui a encore de l'avenir et non pas le dernière survivance d'un certain nombre d'idées. Je vous remercie. Merci.